Bonjour Carole. Bonjour. Je m'appelle Carole, j'ai 8 ans, on va dire 50 ans et plus. Mes centres d'intérêt, c'est un peu de tout. Ça peut être de la lecture, de la musique, ça peut être beaucoup d'arts manuels, couture, crochet, bijoux, dès que ça m'occupe l'esprit et que ça me permet de faire un peu travailler ma créativité. Quel était votre quotidien avant et quel est votre quotidien depuis votre cancer? Ben, mon quotidien avant le diagnostic, c'était famille, métro, boulot, dodo, loisirs. Et mon quotidien après le diagnostic, ça a été soins, famille, métro, boulot, dodo. J'ai jamais arrêté de travailler. Famille, amis. Hormis gérer les temps de soins, les temps de fatigue, il y a beaucoup de choses qui ont freiné dans le quotidien, mais où ça ne s'est pas arrêté en fait. Et j'ai intégré les soins dans mon quotidien. Quelle profession exercez-vous? Je travaille au musée du Louvre depuis 98. Je travaille dans les ressources humaines. J'aime beaucoup ce que je fais. Ça fait plus de 20 ans que j'y suis. Je travaille avec des personnes qui sont formidables. Ça, il y a pas de ce sont des très belles personnes et de très bonnes équipes. Quand avez-vous été diagnostiquée? Alors, j'ai été diagnostiquée en février 2022, un mois avant mon anniversaire. Et comme je dis, on a un terrain familial qui est assez lourd et moi j'ai tendance à dire que on attrape des cancers comme on attrape des rhumes en hiver. Donc avec le passif, avec ma mère, ma tante, beaucoup. Donc j'ai toujours été suivie au cas où, puisqu'on a un terrain familial qui est quand même bien. Donc ce qui fait que quand on m'a diagnostiqué, on m'a dit que j'avais un cancer, je m'y attendais. Parce que c'était un coup sur l'autre, c'est ou je l'avais ou je l'avais pas. Donc ça n'a pas été une révolution. Ça a été plus un OK, c'est bon, tac, on met les choses en place parce qu'il y a ça qui va arriver, et on met les choses en place pour que tout se mette en place. Je savais qu'il allait avoir le premier diagnostic, le rendez-vous avec l'IGR. Je crois même que c'est mon gynécologue qui m'a annoncé que j'avais un cancer du sein. Je l'ai choqué parce qu'il a pris des pincettes pour essayer de me dire, vous avez, je dis, non mais j'ai un cancer, c'est bon, d'accord, ok. Il m'a dit, bon ben on va faire, ah non, non, moi je préfère aller à Gustave Roussy parce qu'ils ont déjà le dossier de ma cousine, ils ont le dossier de mon frère. Et après, je lui dis, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème pour ça, je m'en charge. Il est resté estomaqué. Je suis sortie, j'ai dit, bon Tati, j'ai perdu mon pari, j'ai un cancer avant le temps. Elle me fait, ah d'accord. OK. Je dis: «Tu peux appeler, Madidi pour lui dire parce que j'aimerais pas qu'elle l'apprenne», Madidi, c'est la sœur de ma mère, «pour qu'elle apprenne pas». J'ai appelé ma cousine, «Ouais, Céline, voilà, j'ai un cancer, machin». Elle me fait: «OK, bon, tu penses à ça, tu penses à ça, tu penses au dentiste, tu penses au truc, tu penses». Ça a été comme ça. C'est pratico-pratique parce qu'on a tellement eu ça dans notre famille qu'en fait, on est passé aux pratiques. On n'a pas le temps de se dire, «Ah oui, j'ai un truc, ça va». C'est On sait qu'on a, on va voir le résultat, mais en attendant, on met les choses en place. Ce qui fait que quand on arrive, la seule chose à laquelle on doit penser, c'est le soin. Parce qu'il faut que tu aies tout de dégagé, que tu aies l'esprit libre pour entamer les soins. Ils sont assez lourds. Donc vous n'étiez pas surprise à l'annonce de votre diagnostic. Non, j'ai plus été surprise quand on m'a dit que j'en avais deux. Le sein, je m'y attendais, la thyroïde, non. Je fais, Et qu'est-ce qui a changé dans votre vie personnelle et professionnelle à partir de cette annonce? Avertir le travail, mettre en place, ça a été que du pratico-pratique. J'avais des travaux en cours dans la maison, ça a été de me tout ranger pour qu'il y ait de la place pour du repos parce que je pourrais plus continuer les travaux. Ça a été au niveau du travail de mettre en place, le truc du travail parce que je savais qu'il y
fatigue, le déplacement, les trucs. Ça a été que du pratico-pratique. Le premier truc, quand j'ai appelé ma cousine pour dire, elle m'a dit, va chez le dentiste. Donc ça a été courir chez le dentiste, vérifier ça, ça je savais pas. Elle me dit, mais pourquoi chez le dentiste, qu'est-ce que ça va? Oui, il faut que tu risqueras d'être tes défenses immunitaires vont tomber si tu as des caries, il faut faire tout arracher parce que tu machin pas. Ça a été que du pratico-pratique. Ça n'a pas été ça a été vraiment du pratique parce que il faut vraiment que là, quand je commence les soins, quand je commence les traitements, je n'ai du temps que pour moi et non plus à m'occuper du reste. Quels ont été vos traitements et combien de temps ont-ils duré? Alors, j'ai reçu chimio, grosse chimio, d'un mois, 5 fois, puis après des chimios pendant une semaine. Donc ça, c'était pour le sein. J'ai eu ensuite la mastectomie, la radiothérapie. Une fois que la radiothérapie s'est terminée, j'ai eu l'ablation de la thyroïde. Quand j'ai terminé la radiothérapie, on a commencé l'immunothérapie et l'hormonothérapie. Comme si j'ai un terrain, ils m'ont blindé. Hein. Non, parce que j'ai eu une mastectomie et ils ont fait le deuxième sein un an après, juste pour remettre les deux niveaux égalisés. Et donc, la chirurgie de la thyroïde et l'hormonothérapie, qui les 2 premières années, j'étais en meilleure forme sous chimio que sous hormonaux. Et là, je suis encore sous hormonothérapie, sous tamoxifène. Qu'est-ce qui a été le plus dur pendant tous ces traitements? La douleur. Tant que j'étais sous chimio, radio, c'était juste la fatigue à gérer. Ça, c'est facile, se transformer en marmotte, c'est... Voilà. Ce qui a été le plus difficile à gérer pendant la chimiothérapie, c'est la nourriture. Il n'y a rien qui passait, pas de fruits, pas de légumes. 2 ans sans fruits, sans légumes. Quand on réussit à réintroduire, même des légumes qu'on n'aimait pas, on recommence à les aimer. Mais par contre, quand l'hormonothérapie a commencé, c'était les douleurs. C'était des fois 12 sur 10 en termes d'échelle. C'était juste insupportable. Donc les os me faisaient mal partout. Des fois, je pouvais même pas poser le bras sur mon chef parce qu'en fait, la douleur était là. Soulever, je ne pouvais plus... je pouvais plus rien soulever. Une bouteille d'eau, c'était juste impensable. Maintenant, la douleur, en changeant l'hormonothérapie, la molécule, en passant sous tamoxifène, j'ai toujours les douleurs, mais c'est plus gérable. C'est beaucoup plus gérable. J'ai même, à un moment donné, j'ai été arrêtée une semaine parce que j'avais tellement mal que j'en pleurais. Et quand vous arrivez aux urgences, on vous dit on peut rien vous donner. Avec ce que vous prenez, on peut rien vous donner. Est-ce que vous vous attendiez à toutes ces douleurs et effets secondaires? L'hormonothérapie, je connaissais pas vraiment. Et toutes les personnes que je connaissais qui ont eu de l'hormonothérapie n'avaient peut-être pas autant d'effets secondaires. Les effets qu'ils ont plus eu, c'est au niveau de la main, au niveau de la poigne, des trucs qui tombaient. Mais les douleurs comme ça, non. C'est juste ces douleurs-là, en fait. La fatigue, ça, je savais qu'il y avait énormément de fatigue. Au niveau de l'alimentation, savais qu'il fallait essayer de gérer, manger peut-être moins épicé, plus alléger les repas. Mais c'est la douleur, non. Est-ce que la maladie a changé le regard que vous portez ou le regard des autres? Par rapport au regard des gens qui ont fait un petit peu plus attention à mes instants de fatigue. Mais moi, je n'ai pas vu personnellement. C'est peut-être aussi la façon dont j'ai abordé les choses et en disant ouais, vous allez moins me voir, j'ai un cancer, il faut que j'aille me soigner. Hein, Carole, t'annonces ça comme ça? Je fais ouais, c'est un cancer quoi. Donc du coup, ils se sont dit, si elle ne le prend pas comme ça, c'est pas... Et j'ai jamais perdu mon optimisme. Peut-être même qu'à un moment donné, quand j'ai pris mon premier rendez-vous, c'est une anecdote, et c'est pour ça aussi que c'est pas un mode de défense, c'est que je suis comme ça. Quand j'ai pris mon premier rendez-vous avec mon oncologue à l'IGR, il a commencé à me faire toute la liste des spécialistes en log qu'il fallait voir. Et je lui disais, mais vous n'avez pas mis la reconstruction mammaire? Il me dit, mais on n'en est pas encore là. Je fais, mais il faut penser à le mettre.
Il me fait parce que je vais vomir, je risquerais de maigrir, je risquerais de perdre du poids. J'espère bien qu'après tout ça, perdre mes cheveux, j'espère bien qu'avec tout ça, j'aurai une nouvelle poitrine. Il a regardé Céline et il fait et si on lui prenait un psychologue? Je m'en fous, moi, prenez ce que vous voulez, psychologue, pas psychologue, tout ce que vous voulez, horloge, mais dites-moi si j'aurai une nouvelle poitrine. Au moins, il faut bien sortir quelque chose de positif. Il était mort de rire et puis c'est passé. Je préfère voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. J'aurai le temps de pleurer sur le reste. Je suis comme ça, j'essaye de... Il y a des jours où effectivement où on se dit pourquoi? Mais il y a des jours où je me dis je me suis réveillée ce matin, merci. Ah, je me couche ce soir, merci. Je préfère voir le positivisme dans la vie. Ça n'empêche pas que je peux avoir mes moments noirs aussi. Mais je suis comme ça, je suis comme ça, hein. Est-ce que vous avez identifié des nouvelles priorités, des nouvelles valeurs depuis votre cancer? En fait, on va dire que ça, c'est arrivé bien avant. C'est en 2008, ma mère, elle est décédée d'un cancer. Je m'étais dit cette année-là, maman, elle vient de terminer, elle est en rémission sur un cancer du sein, mais il n'avait pas vu qu'elle avait un myélome. Pendant que je suis là-bas, pendant qu'on est en Guadeloupe, on va faire une petite croisière. On m'appelle en urgence pour me dire, ta mère, ça va pas. Donc moi je viens, je me dis, bah écoutez, on compte faire une croisière. Entre-temps, pendant qu'on est là, j'ai une de mes tantes aussi qui, pareil, on apprend qu'elle a eu un cancer. Du jour au lendemain, elle est plus là. J'ai décidé que, ben écoutez, hein, demain, je ne sais pas où je serai. Ben, aujourd'hui, je prends la vie comme elle vient. Je fais des projets à court, moyen, long terme, mais surtout je fais des projets à court terme. Si je peux les faire, je les fais. Et en fait, c'est quelque chose, cette pensée-là, elle n'est pas arrivée au moment où moi j'ai eu mon cancer. Elle est arrivée au moment où ma mère est décédée du cancer, donc depuis 2008. Où en fait, tu ne sais pas où tu seras demain. Si tu peux faire le truc aujourd'hui, fais-le. Si tu n'as pas envie de le faire, ne le fais pas, mais c'est ta responsabilité. Mais fais ce que tu as envie. Je ne m'impose plus rien. Là, j'ai déjà une imposition, je dois m'imposer par rapport à mon travail. C'est la seule imposition que je me fais parce que je suis obligée de payer mes factures. Mais je ne m'impose plus rien. Si demain, on m'invite pour un anniversaire et qu'au dernier moment, je dis je ne viens pas, je dis juste, je ne viens pas. Et j'étais déjà un petit peu comme ça avant. Aujourd'hui, je le suis un petit peu plus parce que, et je dis simplement pourquoi je ne viens pas, je ne cherche pas des excuses. Et si c'est simplement pour dire aussi parce que je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Ça n'a rien contre la personne, c'est juste que moi, je n'ai pas envie. C'est plus pour ne pas imposer. Par exemple, je suis en ce moment très fatiguée. La fatigue, elle est comme ça. C'est plus pour ne pas imposer aux autres. Parce que l'autre en face, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à gérer la maladie des autres. Je n'ai pas envie d'avoir à gérer, à sécuriser les autres pour leur dire mais non, t'inquiète pas, toi. C'est ou tu me prends comme ça ou tu me prends pas. Moi, je sais que mes amis, mes amis très très proches, ma famille, quand ils me voient fatiguée, va te coucher. Arrête de m'embêter, va te coucher. Il y a d'autres personnes qui connaissent pas. Mais t'es sûr que t'es machin, ça va m'agacer. Donc plutôt que, et parce que l'attitude qu'on peut aussi avoir envers les autres par rapport, ça peut les blesser, plutôt que je préfère, non mais je suis fatiguée, j'ai pas envie. Le prenez pas pour vous, mais j'ai vraiment pas envie. Est-ce que vous avez trouvé des ressources pour vous aider à gérer la douleur? La douleur, ma kiné. Des fois j'arrivais, Julie, on fait quoi? Mon corps est à vous. Ça, c'est des séances que je ne ratais pas. Ah, c'était la sauveuse. Mais je ratais pas les jours de kiné. Les seules fois où je les ratais, c'est où elle était en vacances, ou alors j'étais tellement mal que je ne pouvais pas y aller. Mais 2 fois par semaine, c'est la seule chose qui me soulageait. Je pouvais rien prendre comme médicament. Donc c'était la seule chose qui me soulageait. Quand je suis arrivée chez elle, mes bras, je les soulevais pas, j'avais mal partout. Est-ce que vous avez eu recours à des soins de support? Les soins de support qu'on a surtout mis en place, c'est par rapport au cognitif et au psy, parce que j'ai beaucoup perdu avec les traitements en cognitif, c'est-à-dire je me lève, le temps de sortir de la chaise, pourquoi je me suis levée? J'ai failli cramer ma maison. Je suis au gaz, le gaz a brûlé pendant une journée, je suis passée, je suis repassée, j'ai trépassé devant, j'ai jamais vu que mon gaz était allumé. En dehors de tout ça, je dis merci Ginko. Il me fallait trouver
un psy cognitif, il me fallait trouver une nutritionniste qui était spécialisée en col. Et ça, j'ai commencé à aller mieux une fois que le premier rendez-vous avec Ginkgo, qu'elles ont mis en place toutes les choses, c'est là que j'ai commencé à aller mieux. Sinon, j'étais paumée. Et est-ce que vos proches vous aident aussi? C'est qu'il n'y a pas eu de changement dans le sens où mon entourage, ils sont restés les mêmes. Ils se sont juste adaptés. Genre, mon frère qui voit qu'à 1h, 2h du matin, je suis en train d'envoyer des trucs sur le groupe, m'appelle, tu dors pas. D'accord. Et puis qui prend la papote avec moi parce qu'il travaille de nuit, il prend la papote avec moi pendant 1 heure, 2 heures, machin. C'est-à-dire que c'est pas sans que ça tombe dans la maladie. C'est juste quand j'avais les traitements, c'est comment tu te sens? Ouais, en ce moment, machin. Et puis après, on passe à autre chose, on passe à l'autre truc. Est-ce que tu peux venir en vacances? Quand est-ce que tu peux descendre? Est-ce que tu penses que tu pourras? Ok, d'accord, ben on va s'organiser pour que tu facilites, pour que je sois moins fatiguée, pour m'aider à gérer la fatigue, parce qu'ils savent ce que c'est que d'être fatigué quand on est en, quand on est en traitement. Euh, le quotidien, il change pas. C'est plus moi qui ai dû m'adapter, est-ce que je peux dire ça comme ça, pour que je ne me laisse pas aller. Est-ce que vous avez une forme de gratitude aujourd'hui, quelque chose que la maladie vous aurait apporté de positif? En fait, la gratitude que j'ai, c'est vis-à-vis de mon entourage. J'ai des amis, de la famille qui ont toujours été là dans les bons moments. Ce sont les mêmes qui sont restés dans les mauvais moments. Ce sont les mêmes qui, et sans avoir de dramatique, ils n'ont pas changé, par exemple, les périodes d'appel. La seule chose qu'il fallait faire en plus par rapport à d'habitude, c'est que s'ils savaient que j'avais un soir, que j'avais un traitement, que j'avais un résultat, un rendez-vous avec l'oncologue, c'est d'appeler pour dire voilà où est-ce que ça en est. La gratitude qu'il y a, c'est que les mêmes personnes qui étaient là avant, ce sont les mêmes personnes qui sont là aujourd'hui. Ce sont les mêmes personnes qui quand à un moment donné, ben, on a juste envie, après une chimio, de vider ses tripes, de trucs. Ah non, t'inquiète pas, ça va, machin. À un moment donné, quand on m'a passé sous tamoxifène, moi je lis les trucs, j'appelle ma cousine, j'ai fait, mais attends, le truc, il te donne ça, elle me fait, ferme ça, lâche, le truc dont on a besoin, c'est toi, tu prends le médicament, t'as un suivi, t'as un truc, tu me jettes ça à la poubelle et tu prends ton cachet. Je fais, ouais, mais c'est ça, je t'ai dit de me fermer ça. Et c'est comme ça qu'ils sont. C'est vas-y, vas-y, t'es là pour te soigner, soigne-toi, on a besoin de toi demain. Et puis on parle de tout, de rien, des neveux, des nièces, des enfants, ça aussi, ça raccroche à la vie, ça raccroche au quotidien. Et il n'y a jamais eu de misérabilisme, même si ils ont à certains moments, ils ont peut-être dit, voilà, Carrosse, ils ne l'ont jamais montré. Est-ce que vous avez un message à faire passer à quelqu'un qui traverserait le même parcours que vous? Alors, un message que je devrais dire, parce que je me connais, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide. De ne pas s'offusquer si quelqu'un qui est dans l'entourage s'éloigne. C'est pas grave. C'est pas grave parce que dans l'entourage, il y a peut-être des gens qui d'ailleurs n'arrivent pas à gérer le fait que d'autres personnes soient malades. C'est pas grave. C'est surtout ce conseil-là et de s'appuyer sur les personnes qui sont là pour vous, mais aussi, même à ces personnes-là, de savoir, de oser pouvoir leur dire non, je ne veux pas de ça. Moi, c'est le conseil que je donne, c'est qu'on peut très très bien s'appuyer sur son entourage, mais qu'à partir du moment où l'entourage devient trop intrusif, trop, oui, mais regarde tout ce que je fais pour toi, et que ça ne va pas, non, parce qu'en fait, il faut être égoïste. Il faut devenir égoïste. Les soins, ils sont très très lourds à supporter. Ça impacte le corps, ça impacte le physique. Si par exemple on doit suivre une tumérectomie ou une mastectomie, notre corps change, notre mental change. Les traitements peuvent impacter le cognitif. Il y a des choses. Il ne faut pas avoir peur de dire, sans tomber dans de la méchanceté, de dire non, ça je ne l'accepte pas, mais par contre ça je l'accepte de toi. Faut pas avoir peur d'accepter de l'aide. Moi,
en temps normal, bien malade, quand on me dit t'as une charge, est-ce que tu veux que je t'aide à porter la table? Non, non, c'est bon. Là, faut accepter de dire oui, je veux bien, je veux de l'aide. C'est. Il faut pas se sentir coupable quand quelqu'un qui veut bien vous aider, veut bien faire, ne fait pas bien, de lui dire non, non, là tu ne fais pas bien, ça ne m'aide pas. S'il y a des gens qui s'éloignent, il ne faut pas leur reprocher de s'éloigner. C'est parce que eux ne savent pas comment le gérer et nous, on n'a pas le temps de les aider à le gérer parce qu'il faut déjà qu'on se gère nous, Et enfin, est-ce que vous auriez un conseil pour les proches? de prendre soin d'eux, de ne pas porter complètement la maladie de l'autre. Pour pouvoir aider l'autre, faut m'expliquer. Il y a beaucoup d'aidants qui s'oublient dans la maladie de l'autre. Il ne faut pas qu'ils s'oublient parce que pour aider l'autre et pour les aider eux à supporter la maladie de l'autre, il faut qu'ils prennent soin aussi de ne pas s'oublier. Par exemple, moi j'ai ma tante qui actuellement est en train de... Mon oncle qui va très très mal. Et en fait, à chaque fois que je l'appelle, je lui fais tonton, il va bien? Ouais. D'accord, ok, c'est bon. Et toi? Et je parle d'elle parce que faut pas que l'aidant s'oublie. Il faut qu'il prenne du temps, c'est pas lui parce qu'il est en train de prendre une charge mentale qui est très très forte de personnes qu'ils accompagnent, de personnes avec qui ils vivent, de personnes qu'ils aiment, et de se dire que qu'est-ce qui va lui arriver, il faut que eux aussi ils prennent soin d'eux. Un petit massage, une petite journée au spa, qu'ils prennent soin d'eux parce qu'ils sont en train de porter la personne et leur batterie se décharge pour eux-mêmes aussi. Il ne faut pas qu'ils s'oublient. S'il fallait que je fasse une liste longue comme ça, aux frangins, aux tatas, euh, aux potes, aux quatre fantastiques, ils vont se reconnaître, euh, à, à ma famille de cœur, à mes neveux, à mes nièces, merci. Ils ont été là avant et ils sont là encore aujourd'hui. Euh, et en fait, si j'avance, c'est eux qui me permettent aussi d'avancer. Donc, merci. Merci Carole pour ce beau témoignage. Merci à vous.